Cela fait près de 10 ans que le procès est attendu par les parties civiles victimes de la société Aristophil. Le procès de Gérard Lhéritier est en cours depuis le 8 septembre, et ce pendant un petit mois. Philippe Julien, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes avocat au cabinet PDGB, représentant de l'association des investisseurs d'Aristophil, à Dilemma. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe le procès depuis le 8 septembre? Est-ce que les parties civiles le vivent bien? Alors, c'est un procès qui est intense parce qu'il a lieu tous les après-midi. Alors, c'est pas exactement ça, mais il y a quand même 20 jours d'audience sur une période de 4 semaines, donc c'est quand même assez intense. Les parties civiles étaient là plutôt le premier jour pour faire un peu masse, parce que évidemment, le dossier étant médiatique, elles souhaitaient être là à l'ouverture du procès, voir aussi les prévenus. Et bon, après, c'est sûr que les parties civiles ne sont pas forcément là pendant toute la durée de l'audience. En revanche, il y a eu jeudi dernier les témoignages de certaines parties civiles, 11 en l'occurrence, qui ont pu témoigner dans le dossier à la barre du tribunal. Ça a pris toute une après-midi. Voilà, alors elles le vivent bien dans le sens où c'est un dénouement attendu et qui est plutôt pour le moment positif. On verra la décision parce qu'évidemment on va se battre pour obtenir une bonne décision. Mais le fait même qu'il y ait eu 8 personnes physiques et 3 sociétés renvoyées, des chefs d'escroquerie en bande organisée et pratiques commerciales trompeuses, parce que ce sont les chefs d'infraction qui sont retenus, c'est déjà un soulagement puisque dans ce dossier, à certains moments, on a pu croire que après tout, le dossier ne serait pas forcément renvoyé et pas dans ces conditions. Donc aujourd'hui, on a estimé, nous, en tant qu'avocats de partie civile, que c'était déjà une première victoire, si on peut dire. Mais maintenant, évidemment, c'est pas le tout. Et nous, on est là pour défendre les parties civiles, bien sûr sur la partie qui est celle des victimes principalement, c'est-à-dire les indemnités, mais on est aussi là, et on est nombreux, on est beaucoup d'avocats de partie civile pour aussi apporter un appui réel dans l'argumentation aussi de fond, aux côtés du parquet. Et vous, ça fait donc 11 ans que vous suivez le dossier. Est-ce que vous pouvez rapidement nous donner des éléments de contexte? Qu'est-ce qu'Aristophil? Quelle est la problématique autour de ce qui a été réalisé? Oui, alors Aristophil, c'était une société qui a eu une activité très, très intense, principalement entre les années 2003 et les années 2014-2015, puisque fin 2014, la direction des fraudes a diligenté une enquête qui s'est ensuite transformée en une enquête préliminaire, donc avec le parquet. Et le parquet a décidé de faire un certain nombre de saisies pénales, avec plus de 100 millions d'euros qui ont été saisis. Et ça a provoqué en fait l'arrêt d'activité de la société, puis son dépôt de bilan, donc redressement judiciaire, puis enfin sa liquidation, mois d'août 2015. Voilà. Et dans le sillage d'Aristophil, liquidation aussi judiciaire des sociétés qui étaient en charge de commercialiser les produits d'Aristophil, qui s'appelait Finestime et Art Courtage, qui étaient des sociétés qui animaient tout un réseau de courtiers, de commercialisateurs qui vendaient les produits Aristophil. Donc toutes ces sociétés, Aristophil, mais aussi Finestime et Art Courtage, ont été liquidées au cours de l'année 2015. Et donc ce qui est reproché à ces sociétés, c'est de permettre l'investissement dans des manuscrits, lettres et manuscrits, mais que derrière, en fait... Alors, ce qui était reproché, c'est pas qu'il n'y ait pas eu de manuscrits ou que les manuscrits n'étaient pas authentiques, parce que ça, c'est plutôt la bonne nouvelle dans le dossier, si on peut dire, c'est que les manuscrits étaient de vrais beaux manuscrits, pour certains, en fait, en réalité. Et dignes de collection. Voilà. En fait, il y avait une masse telle de manuscrits qu'il y avait certains manuscrits qui étaient des manuscrits, effectivement, de grande valeur, et qui du coup servait un peu de produit d'appel pour faire investir les uns les autres. Puis après, vous aviez une masse documentaire de petits manuscrits sans nécessairement grand intérêt, mais qui étaient quand même vendus à des prix exorbitants. En fait, le problème dans ce dossier, c'est un problème de valeur, de valorisation de ces documents, puisque personne n'a la moindre idée de ce que vaut, mis à part les experts très pointus, ils sont très peu nombreux. Personne n'a aucune idée de ce que vaut une lettre de Victor Hugo, une ébauche de Paul Valéry, etc. C'est très difficile. Il faut être un grand expert pour le savoir. Et le génie d'Aristophil, c'est d'avoir réuni des centaines, parfois des milliers de ces lettres dans des espèces de fonds. En fait, c'était des indivisions. Juridiquement, ce sont des indivisions. Donc plusieurs plusieurs propriétaires qui achètent une quote-part d'un bien un peu particulier, qui était là, en l'occurrence, un ensemble de manuscrits. Et donc, c'est très difficile de dire si vous avez 1000 lettres dans lesquelles vous avez des lettres de Paul Valéry, comme je disais, d'autres d'André Gide et autres,
comment voulez-vous challenger la valeur qui a été retenue pour 10, 12 millions pour l'ensemble? C'était rigoureusement impossible. Puis il y avait un déficit total d'informations. Et donc, en fait, le vrai sujet là-dedans, c'est qu'on s'est rendu compte que Aristophil achetait, mais ne revendait jamais aucun des manuscrits sur le marché. Donc, ça a tourné en vase clos pendant 10 ans. Si on devait résumer, c'est ça qui est la démonstration, selon nous, de l'existence d'une pyramide de Ponzi, puisqu'en fait, il n'y a pas de marché réel. Il y a un marché réel, bien sûr, avec des collectionneurs et des manuscrits, mais il n'y avait pas un marché réel pour racheter au prix qu'estimait Aristophil les manuscrits dont il était propriétaire. Et puis avec une promesse derrière d'un retour sur investissement assez élevé, je crois que c'était 8%. Voilà, entre 8 et 9% selon les formules par an, hein, donc avec un investissement bloqué 5 ans, donc en gros des promesses de retour sur investissement de l'ordre de 40% sur 5 ans. Mais les manuscrits, une fois que vous arriviez au terme des 5 ans, ils étaient revendus à d'autres investisseurs comme vous. Ils ne repartaient pas sur le marché. C'est ça, donc ça c'est illégal. Donc qu'est-ce qui est illégal là-dedans, en fait, c'est dans toute cette histoire, donc ils sont quand même, effectivement, il y a énormément de victimes, mais qu'est-ce qui est reproché, quelle est l'illégalité? Alors, en fait, c'est un dossier complexe. Donc, quand vous avez un dossier complexe, il n'y a pas nécessairement un acte qui est strictement illégal en tant que tel. Il n'y a pas eu un vol à l'arraché ou des choses comme ça qui sont des infractions qui, en tant que telles, et individuellement prises comme elles sont illégales. Dans ce dossier, l'illégalité, elle vient du fait que c'est un ensemble de manœuvres qui ont été mises en œuvre pour tromper les investisseurs, notamment le fait que des fausses études de marché avaient été établies et diffusées qui montraient que les manuscrits prétendument prenaient nécessairement 9 à 10% de valeur par an, sans jamais s'arrêter, et ceci de tout temps et jusqu'à jamais. Bon, c'était pas très sérieux, mais malheureusement, ça a été produit et ça a servi de base à l'argumentaire commercial, des estimations bienveillantes d'experts. Ils ont joué sur la confusion aussi entre les valeurs d'assurance, puisque tous ces manuscrits étaient assurés par les Lloyds à Londres. D'accord. Mais ils s'étaient assurés à des valeurs déclaratives. Donc, ils déclaraient que ça valait 830 millions d'euros. Les Lloyds n'ont pas vérifié ce montant, mais donc ça permettait d'aller dire les Lloyds ont assuré à 830 millions. Ça pouvait donner l'idée que ça valait effectivement 830 millions. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de manœuvres qui ont été destinées à tromper les investisseurs. Et les consommateurs aussi, que sont les investisseurs, parce qu'il y a 2 chefs d'infraction dans ce dossier. Il y a à la fois l'escroquerie en bande organisée, mais il y a également les pratiques commerciales trompeuses. Pratiques commerciales trompeuses, c'est lorsque vous diffusez auprès du public, auprès des gens qui peuvent acheter votre produit ou service, de fausses informations ou des informations qui ne sont pas loyales sur votre produit. Donc là, on voit bien, c'était le potentiel spéculatif du produit, qui n'était pas du tout celui qu'on pouvait imaginer, et puis toute la réalité de cette entreprise qui était en fait une fausse entreprise. Ça paraît étonnant de dire ça comme ça, mais puisqu'une entreprise qui ne produit pas de valeur par, j'allais dire, des mécanismes, pour le coup, légaux, sains et explicables par des chiffres et des choses assez simples. Une entreprise qui dissimule une grosse pyramide de Ponzi, c'est une fausse entreprise, en fait. Oui. Et quelle est l'attente des investisseurs qui ont été trompés? Parce que donc, tout a été revendu en vente aux enchères pour plusieurs millions, mais ça n'équivaut pas à tout ce qu'ils ont investi. Non, puisque donc, on a organisé, je dis on, c'est-à-dire en réalité la totalité des acteurs qui étaient confrontés à cette histoire, donc à la fois les associations de victimes, les liquidateurs judiciaires, puisqu'eux-mêmes devaient gérer les stocks de manuscrits dont disposait Aristophil, et sous le contrôle, sous l'égide du tribunal judiciaire de Paris, du parquet, on a mis en place tous ensemble un processus de revente qui a pris 6 ans, qui a permis à 4 maisons de vente sous l'égide de Claude Agut, un commissaire-priseur assez connu, de revendre sans faire s'écrouler le marché du manuscrit, parce que c'était ça l'idée, de manière coordonnée. Il y a eu plus de 50 ventes sur 6 ans, et c'était d'ailleurs des très belles ventes. Et ça a permis de revendre au mieux ces manuscrits. On avait même, à l'époque, créé un collège d'experts à la tête duquel avait été désigné Frédéric Mitterrand, donc des gens du monde de la culture, pour cautionner aussi la manière dont ces ventes allaient se passer, allaient être préparées, conçues et mises en œuvre. Et donc, ce qu'on constate avec Claude Agut et puis tous les professionnels chez Adair Nordman, Air Curial et autres qui ont participé, Drouot Patrimoine, à tout ça, c'est que finalement, on pouvait difficilement faire mieux. Et même en faisant ça,
La valeur totale de ce qu'on a réussi à revendre, ça correspond à 10% du montant investi au global, à peu près, 10,39% pour donner le chiffre exact qui a été communiqué par Claude Agut. Et qui va revenir au parti civil? Oui, alors c'est revenu au parti civil. En réalité, ils ont touché moins que ça, plutôt autour de 8%. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais de vente. Et après les frais de vente, il y a même les frais d'indivision. Parce que dans ce dossier, vous avez 18 000 indivisaires à gérer. Donc imaginez quand vous avez une indivision dans une famille à la suite d'une succession, quand vous en avez 3 ou 4. C'est déjà difficile. C'est là compliqué parce qu'il y en a un qui ne répond pas à ses emails, etc. Là, vous aviez 18 000 personnes à gérer en indivision. Donc en fait, ça n'existe pas. Donc il a fallu désigner un administrateur judiciaire avec une grosse équipe derrière qui a travaillé d'arrache-pied pendant toutes ces années pour gérer les indivisions. Donc faire l'interface entre les victimes, les commissaires-priseurs qui revendaient les œuvres, les liquidateurs judiciaires, les tribunaux, etc., etc. L'État aussi, parce qu'il y a eu un petit sujet aussi dans cette affaire, qui est que l'État a revendiqué tout un tas de manuscrits, profitant un peu, il faut le dire, oui, c'est ça. Ouais. L'État a considéré qu'une grande partie des manuscrits relevaient du statut d'archives publiques. D'accord. Vous aviez par exemple des manuscrits du général de Gaulle, vous voyez, de Turgot ou autres qui ont été considérés par l'État, à tort ou à raison, comme rattachés à l'activité publique de l'État, ou publique plutôt du représentant de l'État, et donc classés en archives publiques. Et lorsque vous avez un classement en archives publiques, le manuscrit est censé ne jamais avoir pu être en main privée. Il n'y a pas d'indemnité d'expropriation. D'accord. Donc, il y a juste une demande de restitution à l'État. Donc il y a eu des procès, d'ailleurs un procès qui n'est pas tout à fait fini sur une partie de la base revendiquée, mais c'est un peu une double peine, si je puis dire, là-dedans, parce que ça n'a pas permis, en plus de revendre ces manuscrits-là, ça n'a fait qu'affaiblir la valeur totale de revente. Il ne reste que 10 secondes, du coup, est-ce qu'il y a une indemnisation possible outre cette manne d'argent qui a été récoltée on par l'espère, et elle ne sera possible que s'il y a une condamnation, ce qu'on espère tous vivement côté partie civile. Et cette condamnation n'interviendra, de ce qu'on a compris, qu'après un délibéré long, parce que vous imaginez qu'il faut du temps pour rédiger une décision de justice dans cette affaire. Bien sûr. Merci beaucoup, Philippe Julien. Je rappelle que vous êtes avocat au cabinet PDGB. Merci. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.